Luc, nouvelle journée aventureuse côté américain. Aujourd'hui, enfin hier, mais Todd Blanche, l'ancien avocat personnel de Donald Trump, semble avoir franchi une étape concluante, là, du moins là, vers sa nomination comme procureur général des États-Unis. On en a déjà parlé, c'est quand même une nomination controversée. Peux-tu nous donner un peu Ouais. les derniers éléments là, qu'il faut savoir en la matière? Ben, Todd Blanche sera passé par toute la gamme des émotions pendant ce processus-là parce qu'on a dit, hein, on va le bloquer, certains se faisaient tirer l'oreille, on avait des exigences, on leur a donné partiellement raison. Coup de théâtre hier, alors que la sénatrice de l'Alaska, Lisa Murkowski, dit, elle, je ne vais pas l'appuyer. Donc, on savait déjà aussi que Mitch McConnell est absent pour maladie. Ouais. Donc, tout reposait sur un dernier sénateur. Et on annonçait ce matin que ce dernier sénateur va appuyer la nomination de Todd Blanche. Donc, ce que ça dit, c'est à quel point, bien sûr, on avait des réserves très sérieuses sur ce qu'a fait Todd Blanche. Lisa Murkowski, pour appuyer, entre autres, son vote, c'est une républicaine, il faut le Ouais. préciser, mais pour appuyer le fait qu'elle ne va pas voter pour Todd Blanche, elle a dit « je n'ai aucune confiance ». Il pourrait très bien ramener ce fameux fonds d'indemnisation même s'il nous a signé un papier comme quoi C'est il ne le ferait pas. C'est ce qu'on Et là, on parle disait, du c'est ce qu'on procureur disait il y a général quelques des jours, là, en États-Unis. fait, que ce contrat-là n'avait aucune, en fait, n'avait pas beaucoup de valeur, là, finalement. Non, voilà. Et on parle, ce qui est important, c'est que ben, toutes les nominations présidentielles le sont, mais il y a des postes plus stratégiques qui ont encore une importance plus grande. Et quand on est ou quand on devient l'avocat des Américains, le procureur général des États-Unis, c'est un peu inquiétant que des gens de son propre parti, puis à peu près tout le monde dans l'opposition disent il n'est pas question qu'on appuie cette nomination. Donc, ça demeure encore, malgré tout, au plan de l'image, des perceptions, très fragile. Bon, Ouais. Todd Blanche obtient ce qu'il souhaite. Le président Trump a l'homme qu'il souhaitait pour le poste. L'administration peut dire on l'a emporté puis on a imposé notre choix. Mais je répète, quand on a dû négocier avec des républicains sur des questions de confiance à l'endroit du procureur général, je ne sais pas quel message la population dans l'ensemble perçoit pour peu qu'elle s'intéresse au dossier. Et là, ça tombe à point, évidemment. On va avoir un fidèle absolu au président juste avant les élections de mi-mandat. On sait que les républicains, ou en tout cas du Ouais. moins Donald Trump et son entourage immédiat, fourblissent leurs armes là, pour tenter par tous les moyens d'invalider un résultat qui leur serait défavorable. Comment est-ce que Todd Blanche pourrait manier le département de la justice et son nouveau pouvoir là, pour nuire justement à la démocratie américaine? Je vois moins Todd Blanche lui-même interférer ou tenter d'interférer ou donner la perception de vouloir interférer parce qu'il y a beaucoup de pouvoir entre les mains des États dans une élection. Hmm. Donc, ce qu'il va falloir considérer, c'est ce que vont faire les républicains eux-mêmes dans les différents États. Ce que Donald Trump peut faire, par exemple, c'est de dire, ben, on va déployer une présence du ICE plus près des bureaux de scrutin. Je rappelle qu'il y a 50 à 52 des Américains qui craignent de l'intimidation le jour de l'élection. Hmm. Donc, s'il y en avait, comment serait perçu le message? Et qui nous dit finalement que le taux de participation va être aussi élevé qu'on le souhaite si on craint autant pour les résultats ou le déroulement de l'élection? Est-ce que des gens, ça va les motiver? Est-ce qu'on va mobiliser des gens justement parce que ils pourraient croire qu'on tente d'interférer dans le jeu démocratique, puis ils vont redoubler d'ardeur? Ou si encore, ça ne va pas en décourager certains qui pourraient se dire, parce qu'ils sont 50 à le croire, Ouais. mon vote ne sera même pas compté. Donc, on en est là. Et c'est énorme. Je ne sais pas si on réalise bien, 50 donc des électeurs d'un pays démocratique qui croient que finalement leur vote ne sera pas compté, c'est déjà une crise en soi. Donc, vont-ils préférer rester à la maison? Je le vois comme ça. Sinon, les autres opérations qu'on avait à mener, elles ont déjà été menées. Donc, on l'a Ouais. vu avec Donald Trump qui tentait de limiter l'inscription sur les listes électorales. On a vu cette guerre de redécoupage des cartes électorales à laquelle on s'est livré, républicains et démocrates. Et les républicains l'ont emporté. Ils ont techniquement, si tout le monde vote comme on croit qu'ils vont voter, historiquement ou dans les derniers cycles électoraux, les républicains ont un potentiel de gain à la Chambre des représentants qui est plus élevé qu'il ne l'était avant qu'on commence le jeu de la redistribution, donc des circonscriptions sur la carte. Alors, surveillons, suivons ça de près, mais j'ai souvent répété, puis tu viens de le faire,
l'administration Trump 2.0 repose sur la fidélité, la loyauté de tout le monde. On discutait hier de Pete Hegseth, par exemple, et je te répondais en disant, peut-être que c'est tentant de congédier Pete Hegseth, mais c'est un des plus fidèles, des plus loyaux, et il est prêt à aller très loin. On ne trouvera pas quelqu'un d'autre pour faire les basses œuvres de Donald Trump à ce point-là pour le remplacer, donc possiblement vaut mieux le garder en place. Sinon, dans le dossier de la salle de bal, là, le président américain a essuyé un revers juridique aujourd'hui. Rappelons là, que le président a démoli une partie de la Maison-Blanche pour y faire de la place là, pour une nouvelle aile là, qui serait effectivement une immense salle. Il a répété plusieurs fois qu'il voulait que ça allait être payé par des dons privés, ce qui semble être pas tout à fait exact. Peux-tu nous donner remis en question? Remis en question, merci Luc. Commençons par le jugement, là, déjà. Qu'en est-il aujourd'hui? Voilà, l'argument parce qu'il faut ce qu'on a annoncé aujourd'hui, finalement, c'est le maintien d'une décision précédente. Donc, on est passé à un autre tribunal. C'était un appel. Trois juges ont rendu une décision défavorable à la majorité à Donald Trump. Et ce qu'on a débattu en premier, c'est l'argument qui veut que cette salle de bal soit nécessaire pour des motifs de sécurité nationale. Ce qu'on a mis de l'avant, d'ailleurs, après le fameux premier souper des correspondants de la presse qui avait été annulé quand un tireur s'est présenté. Il y a déjà des républicains qui avaient pris la balle au bond en disant « Vous voyez, on fera ça dans la salle de bal et ça justifie les coûts qui sont très importants. Donc, allons vers la salle de bal. » On était à 400 millions là, aux dernières nouvelles, mais je ne sais pas s'il y a de nouveaux chiffres, Luc, qui ont été publiés ou c'est à peu près ça, non? C'est légèrement à la hausse encore. Et s'il y a des reports ou des ajouts pour nourrir le narratif de la sécurité nationale, c'est pas impossible qu'on voit également des augmentations. Mais donc, on a dit, vous n'avez pas été convaincant, l'administration, sur cette question de sécurité nationale. Et de l'autre, parce que c'est une chose qui existe, vous auriez dû consulter le Congrès. Vous ne devriez pas aller de l'avant sans avoir l'assentiment ou l'approbation du Congrès. La séparation des pouvoirs, l'équilibre des pouvoirs prévu par la Constitution. Mais, je te le donne en mille, il y a un autre volet. Il y avait 3 juges qui ont rendu cette décision. Une nomination d'Obama, une nomination de Biden et une nomination de Donald Trump. Et c'est la nomination de Donald Trump qui s'inscrit en faux en disant qu'on croyait finalement que le bras judiciaire outrepassait la portée finalement de son pouvoir. Alors ça aussi, c'est gros dans la décision. Donc, ça semble être un jugement, quand on interprète ça de manière un peu superficielle, un jugement qui ne serait que partisan. Mais quand on regarde l'argumentaire, cette position-là de la nomination de Trump, c'est quelque chose qui est somme toute, ou qui l'était avant, historiquement marginal, de dire que le judiciaire outrepasse finalement ses droits, mais ça correspond à ce que souhaitait le Heritage Foundation et les gens qui appuient Donald Trump dans son intention de prendre encore plus de pouvoir pour le pouvoir exécutif. C'est la fameuse théorie de l'exécutif unifié, et ça semble, c'est un peu complexe et technique, mais ça semble donc avoir rejoint les tribunaux maintenant. Et je répète, quand j'ai commencé à couvrir la politique américaine, ce point de vue-là, d'augmenter comme ça le pouvoir exécutif, c'était marginal. On discutait ça donc de manière théorique, à des fins de débat, mais on ne pensait pas voir le jour où dans des jugements ou dans des actions concrètes, cette théorie-là serait mise en pratique. Donc, on a un procureur général totalement inféodé au président, des juges complètement inféodés au président. Ça donne quand même un aperçu quand même inquiétant là, de la suite des choses. Luc, est-ce qu'il y a d'autres nouvelles qui méritent là, de nous inquiéter en matière de réorganisation de l'équilibre des pouvoirs aux États-Unis? Ben écoute, c'est une constante dans ce deuxième mandat, puis on a agi, on a testé les tribunaux, puis on a tout ce que Donald Trump pouvait faire, il le fait. Moi, une des décisions qui m'inquiète, parce que ce n'est que le début, dans le plan de match en tout cas qu'on a proposé à Donald Trump, c'est de rendre les agences qui étaient auparavant indépendantes, elles ne le sont plus. Donc, on a tranché en faveur du président qui peut, selon sa volonté, congédier les dirigeants d'agences fédérales. Donc, l'apparence, la véritable neutralité, l'indépendance ou l'apparence d'indépendance n'est même plus là. Et on sait maintenant que certains sont sur des sièges éjectables
parce qu'il pourrait donc encourir le courroux du président américain. Et finalement, dans le vrai monde, hein, celui qui ne répond pas aux dictats politiques, mais bien dans le monde des chiffres, qui est celui que je préfère, comme tu le sais, on a eu aujourd'hui, on a eu aujourd'hui les résultats, les chiffres de l'emploi aux États-Unis. C'est drôle quand même, on a eu ceux du Canada hier. Le Canada, petite économie, 40 millions et quelques personnes, a créé 75 000 emplois au mois de juillet. Les Américains, quant à eux, ont détruit des emplois. L'économie américaine, clairement, ne se porte pas aussi bien que le voudrait le président, Luc. Voilà, puis écoute, ce qu'on a eu, ce sont les chiffres de juillet, mais il y a également eu une mise à jour des chiffres de mai et juin. Et on a revu ces chiffres à la baisse. Tout ça survient et il y a deux choses que j'ai à l'œil. Et je sais qu'il y a au moins un de ces dossiers-là que toi, tu vas préférer, que tu surveilles de très près. Donc, les deux choses, bien sûr, les élections qui arrivent. Ce sont de mauvais chiffres, alors qu'on sait déjà que dans les sondages, les Américains répètent qu'ils n'apprécient pas la gestion de Donald Trump de l'économie, ce qui, on le répète souvent, était sa force. On le percevait comme nettement supérieur à Biden. Que le président contrôle tout ça ou pas, Biden et Trump ont dû assumer les perceptions. C'est au tour cette fois de Donald Trump. Donc les républicains le savent bien et on vote en novembre. De l'autre, c'est un sujet que nous avons déjà abordé tous les deux, c'est que va faire la Fed face à ça? Va-t-elle abaisser son taux directeur? C'est ce que souhaite Donald Trump depuis un moment. Et c'est ce que des gouverneurs de la Fed, au moins deux très près de Donald Trump, espéraient. Et c'est, je pense, ce qu'on prévoit pour l'automne qui approche, pour les prochains mois. Et ben, tu es plus ferré que moi dans le domaine, mais baisser les taux, ça aura effectivement des conséquences sur le comportement des consommateurs. Ça peut être plus de demandes. Ça peut être bien sûr de l'argent plus facile à obtenir dans des prêts, mais plus de demandes. Ça peut exercer des pressions sur le dollar, mais aussi contribuer à accentuer l'inflation. Et ce serait une autre mauvaise nouvelle pour les républicains au moment où on considère que l'inflation, c'est un des 2 ou 3 sujets les plus inquiétants pour les électeurs américains. Mais explique-moi un truc, pourquoi ça servait à quoi de virer Erica McIntyre, la chef du BLS, si on n'a pas les chiffres qu'on veut à la fin? Là, je veux dire, ils n'étaient pas supposés de sortir juste des chiffres favorables au président là, depuis qu'on a fait le ménage dans cet organisme-là? Il y a quelque chose de tannant, hein? C'est qu'on est surveillé par des gens qui savent de quoi ils parlent. On a à rendre des comptes pour des gens qui jouent un rôle majeur dans l'économie, qui détiennent des leviers. À un moment donné, les faits ont leur importance, à tout le moins, en tout cas dans ce genre de décision-là. Donc, on a pu réviser des chiffres. Mais le résultat, au final, effectivement, c'est est-ce qu'on va encore congédier quelqu'un parce que ce n'est guère favorable. Donc, il y a tout un contexte international, mais il y a des décisions aussi de l'administration pour lesquels il faut rendre des comptes éventuellement. Oui. Et l'inquiétude, évidemment, Luc, c'est que parallèlement à cette baisse de l'emploi à laquelle on a assisté ces derniers mois aux États-Unis, il y a encore un niveau d'inflation assez élevé. Donc, c'est pas clair là, que la Réserve fédérale va vouloir baisser son taux directeur lors de la prochaine décision. Il y avait même eu 3 dissensions qui appelaient à augmenter le taux directeur américain. Donc là, vraiment, on est face à un schisme assez important dans l'institution. Certains disent la plus importante institution financière de la planète, hein, parce que quand même le marché des bons américains régit énormément de choses à travers le globe. Merci beaucoup, Luc. Bon week-end. On se retrouve lundi. Bon week-end à toi, lundi. Bye. Salut.